Salut, ici Alex, dit le Villardouin, bienvenue à l'émission. Aujourd'hui, c'est un épisode un peu spécial. C'est une célébration des 10 ans de mon premier voyage solo. Donc j'avais envie qu'on fasse une petite exploration ensemble pour que je puisse partager un peu les expériences et surtout partager un peu... En fait, la vraie grosse exploration pour aujourd'hui, c'est qu'est-ce qui est resté après 10 ans. On va faire une exploration un petit peu avec certains extraits musicaux. Là, vous venez d'en écouter un qui était un petit orchestre des qu'on appelle des carabiniers, en fait, comme la police ou un peu comme la GRC à Rome. On va passer tout de suite aux prochaines étapes. En fait, je vais commencer par décrire un peu. Donc, c'était le premier voyage solo. Il faut retourner en 2012, au mois de juillet. À ce moment-là, je venais d'avoir 18 ans, ça faisait quelques mois à peine. J'avais envie de faire un voyage par moi-même. C'était vraiment une espèce de baptême de feu que je voulais faire. En fait, l'idée, c'était de partir tout seul pour voir est-ce que je suis capable d'être un voyageur. Je voulais vraiment me donner du défi. Et du défi, je me suis donné. On va vous lancer un autre extrait. Ensuite, on va se mettre à parler un petit peu des détails de ce voyage-là, du point de vue logistique. Ensuite, on va commencer à explorer vraiment, c'est ça, qu'est-ce qui est resté. Parce que dans le fond, 10 ans, célébrer 10 ans du voyage en Italie, c'est un peu célébrer 10 ans de voyage tout court que j'ai pu faire. Je vous lance tout de suite le prochain extrait. Like you never can look down, and you want me to go without. When it's too late, tonight, you drop the monster into the flight. When one bars are not the same, every trouble. Alors voilà, ça c'était un autre des extraits de chansons ou de moments, on peut dire, que j'ai pu attraper comme ça au vol pendant que je faisais mon premier voyage. Ça vient de Venise. C'était un chanteur, je pense qu'il chantait en anglais. C'est difficile à savoir, en fait, surtout quand c'est un enregistrement qui est vieux comme ça. Ce qu'il y a d'intéressant avec cet extrait-là, c'est que je me souviens assez bien du look de la personne c'était juste un homme avec une chemise, puis avec des pantalons aussi, là, mais chemise, pantalon. C'est quelqu'un qui jouait dans une espèce de creux d'un mur extérieur d'une église. Parce que c'est un des endroits où il y a une bonne acoustique naturelle. J'ai découvert que, surtout à Venise, il y avait quand même beaucoup de musiciens de rue, mais la plupart avaient réussi à trouver un spot où il y avait vraiment une bonne sonorité sans avoir à s'amplifier. Ça fait quand même moins de matériel à transporter. Puis souvent, des lieux comme ça qui ont une bonne acoustique, c'est déjà soit des lieux publics ou c'est soit des lieux où il y a beaucoup de circulation, comme proche des églises. Donc, c'est parfait pour des gens qui veulent collecter un petit peu d'argent sur le pouce, comme ça. On va continuer côté voyage. Un voyage solo à 18 ans en Europe. Bon. La chose qui était la plus choquante, en fait, là-dedans, je me souviens très bien pour ma famille, c'était le fait que j'avais rien de planifié, entre guillemets. Donc, j'avais acheté mon billet d'avion. Je savais que je partais de Montréal, puis j'allais à Rome. Mais plus loin que ça, il n'y avait pas grand-chose qui était organisé. Mais c'était voulu. C'était voulu même de partir pendant 13 jours parce que je voulais rajouter un espèce de petit élément superstitieux pour voir si ça allait vraiment être quelque chose qui... Je voulais me donner du défi, je voulais me mettre dans le trouble un peu. C'était vraiment ça l'idée. Il fallait que ça soit une espèce de baptême de feu, comme je disais. Donc c'est ça, j'ai rien planifié à l'avance. J'ai acheté le billet longtemps à l'avance. Puis j'ai cherché sur beaucoup de sites internet pour essayer de trouver des activités à faire. Il y a quelqu'un qui m'avait parlé certains sites sur internet où on peut s'inscrire, payer des petits frais en ligne pour le service, puis dans le fond, on se fait envoyer dans une espèce de famille d'accueil où on peut aider pendant quelques jours, quelques semaines, si on veut, mais c'est vraiment comme une espèce de famille d'accueil.
J'avais commencé à explorer un petit peu cette idée-là, ça m'intéressait pas vraiment parce qu'en fait, j'avais beaucoup de difficultés à choisir où est-ce que j'allais aller. Puis jusqu'au dernier moment, j'ai pas réussi à me décider. Je savais que j'atterrissais à Rome. C'est sûr, j'allais visiter Rome. Qu'est-ce que je voulais aller visiter en dehors de ça? J'avais à Florence en tête, j'avais Venise en tête. Mais il y avait quand même une part de moi, il y a une part de risque qu'on puisse pas visiter tous ces endroits-là. Donc je m'en suis tenu à Rome et à Venise. Mais ça, c'était pas nécessairement quelque chose qui était prévu à l'avance. Donc, étant donné que je savais pas combien de jours j'allais passer à Rome, puis dans quelle ville j'allais me retrouver après, j'ai simplement décidé de rien réserver. Et pour quelqu'un qui a déjà visité l'Europe, rien réserver quand on est dans un rush en juillet, c'est un peu risqué, tout à fait. La technique ou l'approche que j'avais pour ça, c'était que j'avais gardé beaucoup d'argent de côté exprès pour que si, à la dernière minute, j'ai besoin de me payer une chambre d'hôtel qui vaut 150 €, donc au-dessus de 200 $, mais au moins j'ai les moyens financiers pour le faire. Je m'étais commandé une carte de crédit, c'est un des plaisirs qu'on peut avoir rendu à 18 ans. On se commande une carte de crédit, puis s'il y avait des frais à mettre sur la carte de crédit, ben coudonc, ça va être ça. Parce que j'avais mis assez d'argent de côté, je dirais facilement, je me souviens pas de mémoire, mais je dirais facilement 2000, 3000 $ qui étaient mis de côté une fois que le billet d'avion était déjà payé, qui était autour de 1000 $, je pense. Donc, je savais que j'allais aller à Rome, mais à partir de Rome, j'avais aucune idée quoi faire. Et ma technique de base, c'était une fois que je vais être arrivé à Rome, c'est sûr que je vais croiser plein d'autres touristes. Donc, mon idée, c'était que si je pouvais juste aller parler à d'autres touristes, je pourrais simplement leur demander si je pouvais les accompagner jusqu'à l'hôtel où ils se rendaient. J'allais choisir quelqu'un ou un couple ou ben une famille qui se promenait avec ses valises. Une gang qui avait l'air de s'enligner vers leur hôtel. Puis je me suis dit, je vais aller leur parler, je vais leur dire, je me cherche un hôtel pour ce soir, est-ce que ça vous dérange si je pars avec vous? Je vais aller voir à votre hôtel pour savoir s'il y a une chambre de libre. Puis c'est exactement ce qui est arrivé, en fait. Dans le cas d'Italie, je pense qu'on arrivait, il faisait encore clair, certainement. Donc il y avait encore des touristes qui se promenaient, j'ai choisi un couple, j'ai trouvé un couple, un jeune couple des États-Unis. Je suis allé leur parler, je leur ai demandé s'ils parlaient anglais. Donc, ils viennent des États-Unis, donc évidemment, ils parlent anglais. Puis, c'est ça, je leur ai demandé pour les accompagner. Je suis allé à leur chambre d'hôtel. Non seulement il y avait de la place à l'hôtel où ils étaient, sauf que c'était une espèce d'appartement où les chambres étaient louées séparément. Puis je me suis retrouvé dans le même appartement que le couple que j'avais suivi pour aller là. Puis, même maintenant, 10 ans plus tard, je dirais que c'est pas une mauvaise approche. C'est loin d'être une mauvaise approche. C'est pas recommandé, non, de rien réserver. Mais si on est vraiment dans le trouble, c'est une bonne technique. Une des choses qui m'est restée aussi de ce voyage-là, certainement, c'est tout l'anglais que j'ai eu à utiliser. Je me souviens très bien, une fois que je suis revenu du voyage, une des premières choses que j'ai dit à ma mère, c'est « J'ai tellement utilisé l'anglais pendant que j'étais là-bas que c'est l'équivalent d'une année de cours d'anglais au secondaire. » Je trouvais vraiment que tout l'apprentissage sur le terrain de l'anglais, que là, ça valait l'équivalent. J'étais parti à peu près 2 semaines, 13 jours, comme j'ai dit. Mais ça m'a enrichi du niveau de 1 an. Donc, c'est vrai que voyager n'importe où, c'est quelque chose qui va vraiment être utile, même si c'est juste du point de vue d'améliorer une langue seconde. Une des dernières choses que je vais mentionner avant qu'on passe au prochain extrait, c'est le niveau de qualité des photos, des vidéos et même des enregistrements audio que j'ai ici. En fait, tout a été enregistré avec un iPod Touch. J'avais pas de téléphone cellulaire à l'époque, puis je ne savais pas si j'allais me retrouver dans des auberges de jeunesse pour pouvoir sauver de l'argent. Là, on n'a pas vraiment beaucoup de protection de nos objets personnels, donc je me suis dit, il faut que j'amène quelque chose que, au pire, je vais le perdre, ça sera pas la fin du monde. J'avais trouvé une façon d'envoyer mes photos sur iCloud, fait comme ça, mais j'allais être capable de retrouver mes photos même s'il fallait que j'aille à Venise puis que j'échappe l'iPod dans l'eau ou une affaire comme ça. Donc j'étais un petit peu préparé sur ce flanc-là. Mais étant donné que c'est un iPod Touch de 4e génération, quand on est en 2012, la caméra a 0,7 mégapixels. Ça fait pas des très belles photos. Ça fait vraiment pas des belles photos, en fait. Donc, quand je regarde ces photos-là moi-même, je les imagine, je les visualise en HD parce que j'étais là, ils font comme se mélanger avec la mémoire, puis ça donne quelque chose qui a de l'allure. Mais essayer de présenter ces photos-là à quelqu'un, ouf, ça passe vraiment pas l'épreuve du temps. Donc, même quand j'ai voulu encadrer certaines photos de voyage dernièrement, toutes les photos d'Italie, on oublie ça, là, elles sont ben trop lettres, elles sont super granuleuses, il y a quelque chose qui ne fit pas avec les couleurs, la plupart du temps, ils sont flous, faut vraiment s'attacher aux souvenirs. Donc voilà, on vient de couvrir 3 aspects du voyage. 3 choses qui me sont restées 10 ans plus tard. On va passer au prochain extrait.
C'est un extrait qui a été enregistré dans un ristorante qu'on appelle. Je vais le décrire un petit peu plus, la catégorie des restaurants dans un instant, une fois qu'on a écouté ça. Ça va être une petite musique d'ambiance. Vous pouvez fermer les yeux, imaginez-vous, vous êtes proche du Palais des Doges, de la place Saint-Marc, à Venise. C'est toujours le fun de réécouter ces extraits-là parce qu'on réalise que des fois, ils sont beaucoup plus mélangeants qu'on le pense aussi. Dans ma tête, ça sonne bien clair, mais c'est vrai qu'une fois qu'on les fait jouer, là, il y a beaucoup d'actions qui se passent, on entend beaucoup plus la conversation que les musiciens qui jouent, mais c'est un peu le mélange de tout ça. C'est ça qui fait, c'est vraiment on peut appeler ça une capsule temporelle. Ça, on a vraiment l'impression qu'on est assis à une table sur une petite terrasse à Venise. Maintenant, on pourrait passer à une leçon que j'ai appris durant ce voyage-là. C'est une leçon qui est très simple, c'est il y a du bon monde partout. Avant qu'on commence à voyager, on a l'impression que tout le monde est beaucoup à son affaire. Chacun fait sa petite chose. Mais quand on part en voyage, on se retrouve sans responsabilité. On se retrouve à vouloir avoir du fun tout le temps. On prend son temps, on veut juste savourer les choses. Puis il y avait quelque chose dans mes pensées qui me disait que je voulais pas déranger personne. Puis on réalise en voyageant qu'il y a d'autres voyageurs qui sont plus expérimentés, qui sont toujours là pour nous aider. Donc, c'est important de comprendre que peu importe où on va dans le monde, c'est pas comme si c'était juste au Canada ou juste au Québec que le monde sont smart. Partout dans le monde, on va trouver des gens qui sont vraiment smart. Un bon exemple de ça, c'était j'étais même pas parti encore, j'étais juste dans le file d'attente pour l'enregistrement à l'aéroport de Montréal. Il y avait une dame qui était juste en avant ou juste en arrière de moi. Puis, par hasard, j'imagine qu'elle me regarde, elle dit « Tu vas voyager tout seul, t'as l'air très très jeune. » Donc, on commence la conversation comme ça. Elle me dit que ça fait plusieurs fois qu'elle va en Italie déjà. Elle avait juste une sacoche. Tout le reste est envoyé dans la soute. Donc, on commence à jaser toutes sortes d'affaires. Elle me demande un peu qu'est-ce que je voulais visiter. Puis, j'ai dit si j'avais aucune idée de ce que j'avais envie de visiter. J'avais aucune idée de ce que je faisais. Mais elle a quand même très bien accepté. Puis, elle a commencé à me décrire un petit peu les choses qu'elle aimait faire. Mais une chose que je me souviens très bien qu'elle m'a décrit, c'était les catégories de restaurants. Il y a au moins 3 catégories de restaurants, en fait. Puis toute la partie restauration, en fait, c'est un monde en soi-même. Peut-être qu'on pourrait faire un autre épisode un autre jour qui a rapport juste avec la cuisine, parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. Mais ce qu'elle me disait, c'est en Italie, on a au moins 3 niveaux au-dessus du fast-food, on va dire. Fast-food comme McDo, ça se retrouve complètement en bas, qui serait le 4e niveau, on va dire. Juste un petit peu au-dessus de ça, ils appellent ça tavola calda. Et ça veut dire une table chaude, si je me trompe pas. Table chaude, c'est simplement que ça va être de la bouffe qui est surtout réchauffée. Donc, faut pas s'attendre à avoir une expérience culinaire vraiment gourmet. Mais ça bouche un trou. Donc, ça fait sa job. C'est là pour ça. Puis, souvent, c'est une option qui est beaucoup moins chère. Donc, il y a quelque chose là. Tout de suite, au-dessus de la tavola calda, il y a la trattoria. S'il y en a qui ont déjà entendu ce mot-là, c'est probablement parce que vous l'avez vu décrit sur les bannières pour les restaurants Mike's. Restaurant Mike, c'est supposé tomber dans une catégorie à peu près équivalente à Trattoria. Ce que cette dame-là m'expliquait, c'est que souvent, c'est des compagnies, c'est des entreprises qui sont juste possédées par une famille. Donc, c'est une entreprise familiale. Étant donné que c'est de la cuisine familiale, souvent, c'est quelque chose de beaucoup plus réconfortant, mais il faut être prêt à payer un petit peu plus cher. Donc, on a Tavola Calda, Trattoria. Au-dessus de ça, on a le Ristorante. Ristorante, c'est le plus haut grade qu'on va avoir. Donc, si vous êtes déjà allé chez Mike's, vous voyez un petit peu c'est quoi le niveau de bouffe que vous pouvez avoir dans une trattoria. C'est plus ou moins équivalent. Donc, si on va au ristorante, là, on se retrouve dans un restaurant qui est plus de spécialité. Donc, il faut s'attendre à peut-être payer un bill de 50 € par personne. Donc, c'est 65, 70 piastres des fois pour ce qu'on veut. Mais on a l'avantage aussi que dans les restaurants, la plupart du temps en Italie, on peut demander un premier plat, deuxième plat. Donc, c'est des portions plus petites, mais on a l'occasion d'essayer 2 choses. Donc, si vous aviez l'occasion d'essayer, mettons, un poisson plus un plat de pâtes au même restaurant, on serait quand même prêt à payer peut-être 50, 60, 70 piastres. Surtout quand c'est une expérience, quand on est en voyage.
payer 70$ pour avoir une belle expérience dans un restaurant, ben, il n'y a pas de problème à ça. Donc, la leçon, il y a du bon monde partout. Je vous ai donné l'exemple de l'aéroport. Il y a aussi une leçon parallèle à ça, on peut dire que c'est juste saisir les opportunités. C'est facile de passer à côté de bien des choses, mais quand on est en voyage, il faut essayer de maximiser quand même le temps de visite. Le temps est vraiment compté. Si on a 7 jours pour visiter une place au Mexique, il va falloir dire oui à des choses qu'on n'est pas sûr, juste pour pouvoir accumuler plus d'expérience. On va avoir le temps d'y réfléchir plus tard, mais pour l'instant, il faut surtout accumuler les expériences. Donc, par hasard, moi, je me suis retrouvé dans un hôtel où j'étais dans le lobby, j'étais en train de faire je sais pas quoi, peut-être juste charger un peu mon iPod ou quelque chose comme ça. Puis je me suis mis à parler avec la personne d'à côté. Finalement, il m'a dit « Ah, là, je suis avec... hier, je suis allé avec un couple d'Afrique du Sud. Puis aujourd'hui, on a l'intention d'aller visiter le Vatican. Voudrais-tu venir avec nous autres? Plus, ça coûte rien de plus. Là, on va juste partir puis joins-toi à notre groupe. » Fait que j'ai fait « OK. » Je suis pas quelqu'un qui est particulièrement religieux, mais je me suis dit « Bon, visiter le Vatican... T'es à Rome. Le Vatican, c'est drette à côté. C'est drette là. C'est dans la ville. Donc, oui, on va y aller. » J'avais rien de prévu ce jour-là. OK, let's go. Donc, il faut juste saisir ces opportunités-là. Puis je me suis retrouvé à avoir vraiment du bon temps puis à trouver un genre de partner pour la journée. Je pense que son nom, c'était Raphaël. Il venait de l'Uruguay. Quelque chose de même. Il se rencontre du monde de toutes sortes de places. Tant qu'on réussit à avoir une langue en commun, ça devient des meilleurs chums pour la journée. Puis on les oublie jamais, mais ça devient jamais tes meilleurs chums non plus. Tu fais juste passer la journée avec. C'est de la compagnie. Quand c'est question de saisir les opportunités aussi, ça peut être juste une question de spontanéité. Je me souviens que quand j'étais arrivé à Venise, j'étais arrivé extrêmement tôt. J'ai commencé tout de suite, aussitôt que j'arrivais dans une nouvelle place, dans un nouveau quartier, j'essayais tout de suite de trouver un hôtel. C'était quelque chose qui était bien important, parce que c'est quand même... Quand tu planifies pas tes choses à l'avance, t'es vraiment toujours inquiet de savoir où est-ce que je vais me retrouver pour dormir cette nuit. C'est important d'avoir cette sécurité-là. Donc, j'arrive à Venise, on est bientôt le matin, je rentre dans un hôtel, je parle au maître d'hôtel, puis il me dit hey, t'arrives à Venise juste à temps pour le festival, tu vas voir les feux d'artifice puis toute le kit à soir. Puis il fait festival? Il dit ouais, le Festa del Redentore, la fête du Rédempteur, c'est pour célébrer la fin de la peste. C'est une célébration qu'on fait à toutes les années pour célébrer qu'on ait plus de peste. C'est ça. Fait que non, je savais pas pantoute, j'ai dit. J'avais aucune idée que ça se passait. Fait que là, il me dit, il va y avoir des feux d'artifice, puis il y a toutes sortes d'affaires, man. T'es arrivé au bon moment, là. Tu vas avoir du fun. Fait que c'est là que je me suis dit aussi, tu sais, j'aurais pu me retrouver dans n'importe quelle autre place. C'est juste spontanément, il y a quelqu'un qui me dit hey, il y a une espèce de party, tu devrais voir ça. Je me suis dit d'accord, je vais vraiment garder ça en tête. Fait que je vais aller visiter mes petites affaires, mais je me garde vraiment en tête qu'il faut que je me trouve un spot pour voir les feux d'artifice ce soir. Puis c'était génial, puis je pensais pas du tout me retrouver dans un festival où il y allait avoir des feux d'artifice puis de la musique. C'était quelque chose à voir quand même si c'était juste pour observer c'est quoi une célébration à Venise. C'était impressionnant. Puis c'était vraiment pas prévu. Il y a aussi une habileté que j'ai commencé à développer là. C'est vraiment là que ça s'est mis à émerger, mais c'est un peu ce qui se passe aussi quand on se pousse vraiment dans une situation difficile. C'est de réduire la gêne que j'ai habituellement quand j'ai des objectifs qui sont vraiment fonctionnels. C'est clair que maintenant, si j'ai absolument besoin d'aller en quelque part et que je trouve pas cet endroit-là, je vais perdre toute ma gêne puis je vais aller interrompre n'importe qui sa rue pour leur demander des indications. Quand j'ai un but particulier, je suis capable de piler sur ma gêne vraiment facilement puis atteindre l'objectif. Puis ça, c'est quelque chose qu'on apprend à faire avec le temps, mais c'est quelque chose si on peut le développer rapidement quand on commence à voyager, ça fait une différence énorme, juste parce que, encore une fois, on essaie de maximiser nos expériences. Donc, si on essaie juste de se débrouiller tout le temps, tout seul, quand l'information qu'on cherche est facilement disponible avec des gens qui sont autour, ça vaut la peine de laisser tomber sa gêne, même s'il faut rentrer dans un autre personnage. Faut vraiment être dans une situation où il n'y a pas vraiment d'autres alternatives. Donc, si vous êtes seul, puis que vous cherchez, par exemple, la fontaine de Trévi, poussez-vous à aller parler à du monde. Il n'y a pas de mal à ça. Ou bien ceux qui sont, par exemple, des adeptes de pêche, gênez-vous pas, n'importe quel pays où ce que vous êtes, là. Si vous traversez un pont, vous voyez quelqu'un qui pêche, faites juste leur demander, rapidement, puis ça mord-tu? Qu'est-ce que t'as pogné à date? La pêche est-tu bonne? M'en vendrais-tu un poisson? Ou bien, tu sais, je peux-tu essayer de caster une couple de fois? Posez-les ces questions-là. C'est le genre de questions qu'on est tellement gêné de poser des fois, et pourtant, ça peut vous donner une bonne expérience, puis en général, ça dérange pas pantoute le monde. Si quelqu'un qui va pêcher à partir d'un pont à tous les jours, ça ne dérangera pas une fois pendant 1 minute de laisser sa canne à pêche à un touriste pour qu'il puisse caster une couple de fois. C'est bien correct.
Une autre chose que j'ai développée aussi, c'est vraiment quelque chose qui a commencé en Italie puis qui a jamais arrêté après ça. Je m'oriente beaucoup par les monuments. La façon que j'avais commencé avec Rome, j'avais quand même réussi à trouver une carte. La plupart des hôtels, ils vont te fournir une carte de ce qu'il y a autour. C'est le fun parce que la plupart du temps, ces cartes-là sont gratuites parce qu'il y a plein d'autres restaurants, hôtels, musées, etc. qui payent pour avoir leur publicité sur la carte. Donc, ils veulent que tu prennes la carte. Ils te la donnent. Puis après ça, quand tu pars avec ta carte, tu peux aller voir le maître d'hôtel, tu peux aller voir le concierge ou peu importe comment ça s'appelle dans ce pays-là. Puis tu lui dis « Hey, mon ami, prends ce petit stylo-là, puis dessine-moi une couple de places qui valent vraiment la peine d'aller visiter. » Ça va leur faire plaisir, ça va te faire plaisir, tout le monde en sort gagnant. Donc, comme je disais, on s'oriente par les monuments. C'est quelque chose que je fais énormément. Je commence par visiter 2-3 petites attractions, puis là, je me promène entre ceux-là, assez pour me créer une espèce d'image mentale, me faire une carte de cet endroit-là. Puis là, j'agrandis le cercle de plus en plus. C'est souvent comme ça. Donc, je me souviens très bien le rendu à Rome, quand on était dans la 7e ou 8e journée, je commençais à connaître la place assez bien, que j'avais plus besoin de la carte. Donc, même maintenant, si je vais à Montréal, si je vais à Ottawa, si je retourne à Vancouver, je vais reconnaître des monuments et c'est là-dessus que je me base pour m'orienter. Vancouver, c'est un bon exemple pour ça parce qu'on voit, quand on est au centre-ville, là, vraiment, vraiment centre-ville, si on réussit à entrevoir entre deux gratte-ciels les Rocheuses, on sait que ça, c'est le nord. Fait qu'on peut toujours s'orienter. Donc, c'est quelque chose que je fais encore maintenant. C'est vraiment quelque chose qui a émergé pendant que j'étais en Italie parce que j'étais seul. Il fallait que je m'oriente par moi-même. On va lancer maintenant une vidéo que j'ai prise. C'est la place Saint-Marc. Ok tout le monde, c'est Alex, je suis plus à Rome, je suis rendu à Venise, puis regarde ça, ok? C'est juste malade. Si je me souviens bien, c'est le palais des Doges, ou quelque chose comme ça. Écoutez, c'est magnifique ici. Ça n'a juste pas de sens. Je m'attendais à ce qu'il y ait plus de monde aussi. À Rome, c'est tout le temps bourré partout, mais ici, pourtant, je trouve ça carrément plus beau. C'est bien plus tranquille. Puis pour tous ceux qui se le demandent, c'est beaucoup plus beau en vrai. Bien plus malade que juste sur Assassin's Creed. Alors voilà, c'est sûr qu'il fallait que je mentionne Assassin's Creed. On est dans l'époque où il est sorti 3 jeux d'affilée d'Assassin's Creed qui se passaient en Italie. Donc c'est sûr que c'est une des choses qui m'a convaincu. Tu sais, j'étais à un moment où il fallait que je sache, est-ce que je suis capable d'être voyageur? Bon, oui ou non. C'était un peu la mentalité que j'avais, c'était vraiment ça. C'est que j'avais vraiment peur, en fait, de pas être un voyageur ou d'avoir une mauvaise expérience, que ça me traumatise puis que je reste éternellement au Québec après ça. Donc, je m'étais dit, si je peux comparer entre Assassin's Creed et la réalité, au moins, je vais avoir une bonne... je vais avoir eu l'expérience positive d'avoir vu des choses du jeu vidéo, les avoir vues en vrai. Je vais avoir au moins ça. Mais par rapport à ça, saisir la réalité du voyage... Tout le temps que j'étais à Rome, je trouvais ça intéressant. Je prenais des photos. Mais ça a pris il y a eu un moment clé. Quand j'étais arrivé à Venise, j'ai appelé un de mes amis. C'était un matin. Il n'y avait pas grand-chose qui était ouvert encore, si je me souviens bien. Fait que je me suis dit, j'ai le temps de contacter quelqu'un. Je pense que je me suis connecté à Skype avec mon iPod Touch. Puis j'ai vu qu'il y avait un de mes amis qui était en ligne. Fait que là, on se fait un appel vocal. Puis je commence à y expliquer ça. Que en ce moment, j'y parle de Venise, en Italie. Ce gars-là, il avait aucune idée que j'étais parti en voyage. Il a aucune idée. Je fais juste y annoncer tout d'un coup. Puis c'est quand cette personne-là a réalisé que j'étais en voyage, c'est là que moi, j'ai réalisé que j'étais à des milliers de kilomètres de chez nous. Puis ce qui était important de saisir aussi, c'est que, comme toutes les places dans le monde, non, on pourrait donner ça comme argument, c'est sûr, mais des Venise, il n'y en a rien qu'une. C'est là que je suis en ce moment. Quand on entend parler des histoires de Marco Polo, c'est quelqu'un qui a vécu à Venise. Il y a des bonnes chances que Léonard de Vinci soit allé faire un petit tour à Venise. On voit des films qui ont rapport à Venise. Par exemple, Le Touriste, un film américain avec Johnny Depp puis Angelina Jolie. Il y a une bonne partie de ce film-là qui a été filmé vraiment à Venise. La seule Venise. C'est la même chose pour Rome. Des Roms, il y en existe. Juste une dans le monde. Puis je me suis retrouvé à y aller. Je suis allé à la vraie place. J'ai pas vu une reproduction du Colisée. J'ai pas regardé un IMAX par rapport à Venise. Je suis là pour vrai. Mais ça m'a fessé comme une tonne de briques de réaliser que ces endroits-là existent pour vrai. C'était pas... On pouvait en lire dans les livres, on pouvait voir des documentaires là-dessus, on pouvait entendre parler de gens qui étaient allés là. Historiquement, on sait qu'il s'est passé plein d'affaires là. Mais là, on est là pour vrai. Donc on parle de Venise, on parle d'une ville qui a été fondée
au 5e siècle. En 400 quelques, il y a du monde qui ont commencé à construire Venise. Ça fait longtemps. Quand on parle de Rome, c'est encore plus loin que ça. Les traces archéologiques les plus vieilles, on parle du 10e siècle, avant l'ère commune. Quand on parle d'une fondation comme ville, on est en moins 700 quelques. Puis il faut prendre le temps, lorsqu'on est en voyage, faut pas juste saisir qu'on est là maintenant, mais il faut comprendre que si Rome a été fondée en moins 753 à peu près, ça veut dire que depuis moins 753, il y a des gens qui marchent où tu te trouves présentement. Sur chaque trottoir, chaque marche du Colisée, ça peut être des centaines de milliers de personnes qui ont marché là avant toi dans le passé. Ça fait une connexion bien spéciale. En tout cas, moi, ça me frappe beaucoup. On va passer quelque chose qui est un peu plus juste une petite réflexion à la légère, mais une réflexion qui va peut-être aller toucher beaucoup de monde. Mais on va commencer avec un petit extrait. On est à Venise. Il y a un petit monsieur qui chante, on entend de l'accordéon. J'ai enregistré ça à partir d'un pont qui traverse un canal. Qu'est-ce qui passe en dessous du canal? Les gondoles. S'il y a une affaire qui est touristique, quand tu vas à Venise, c'est les gondoles. Tout le monde a envie de faire un tour de gondole. Puis, on peut pas en vouloir au monde parce que c'est le fun. Puis Venise, ce qui est de bien particulier de cette place-là, c'est qu'il y a absolument aucun automobile. Ça fait tellement longtemps que ça a été construit, cette place-là. C'est construit sur un banc de sable. L'idée, ça a toujours été de se promener par voie maritime. Donc, les gondoles, ça marche bien. Ils ont des petits traversiers qu'ils appellent des vaporetti parce que ça marchait à vapeur dans le temps. Donc, c'est une ville qui a été construite avec le thème de l'eau. Donc, des gondoles se promènent constamment. Où c'est que je m'en allais avec ça, moi? On parlait de gondoles, c'est ça. C'est une ville qui est extrêmement tranquille, étant donné qu'il y a juste des gondoles qui peuvent se promener. Sinon, t'es à pied. Tout le monde est à pied tout le temps. Fait qu'il n'y a pas de bruit de moteur, de rien. Il n'y a pas de scooter. Il n'y a même pas de vélo. Il n'y a même pas de patin à roulettes. Parce que t'es toujours en train de monter ou de descendre des marches après un pont. Ou bien t'es toujours en train d'arriver dans le fond d'une ruelle qui aboutit sur un canal, que si tu regardes pas où que tu marches, tu fais juste tomber dans l'eau directement, aucune barrière, rien, puis c'est le fun. Tu sens que t'es en voyage quand t'es dans une place où le sol arrête abruptement, puis tu te retrouves direct dans l'eau. Mais anyway, il y a une affaire de la réalité du tourisme, c'est qu'il faut comprendre que c'est pas tout le monde qui se promène en gondole tout le temps. La plupart du monde vont se promener à pied, oui, mais là je parle plus des touristes, je parle des Vénitiens, je parle du monde qui habite à Venise. Quand c'est le temps du tourisme, là, ils vont à fond sur la gondole. Puis même, je vais vous faire jouer un autre extrait. C'est une soirée. Il s'en vient tard pas mal. On va dire qu'il est rendu 10, 11 heures, peut-être minuit le soir. Je faisais juste marcher tranquillement jusqu'à mon hôtel. On traverse des places à Venise qui sont couvertes avec des petits galets. Donc dans mon extrait, il y a beaucoup de pollution sonore qui vient juste du fait qu'il y a une madame qui pousse une poussette sur l'espèce de revêtement en galet. Ça fait tout qu'un bruit, mais c'est un violoniste qui jouait dans la rue, en fait, que je voulais enregistrer. Fait qu'on va avoir un mix des deux, mais je vous fais jouer ça. Puis ça va peut-être vous faire rire. Alors voilà, vous l'avez peut-être reconnu, c'était la chanson thème du film Godfather, Le Parrain. C'est quelque chose, oui, qui a plus ou moins rapport avec l'Italie, sauf que moi je pensais vraiment, à ce moment-là, j'avais pas regardé Le Parrain. Ce qu'il y a de drôle là-dedans, c'est qu'il faut vraiment penser, la popularité s'est rendue jusqu'en Italie, puis là on se retrouve à des places où on se fait comme redonner ce que nous autres mêmes on a produit, au lieu d'être juste eux-mêmes. Donc c'est toujours un œil qu'il faut avoir. Il y a un œil qui est vraiment touriste, mais il y a un œil qui devrait toujours se demander en voyage aussi, est-ce qu'ils me montrent vraiment la réalité ou bien ils savent que les touristes viennent pour voir telle affaire puis c'est ça qu'ils me donnent? Il y a un fameux voyageur qui s'appelle Anthony Bourdain, paix à son âme. Une des choses qu'il disait souvent, c'est soyez un voyageur, pas un touriste. Ça vient d'un autre proverbe qui dit le voyageur vient voir ce qu'il y a, mais le touriste vient voir ce qu'il veut voir.
Donc, il y a vraiment cette idée-là qu'on peut voyager avec toute son innocence, puis juste absorber tout et penser que c'est ça la réalité. Mais si on est le moindrement critique, on finit par réaliser que si on va dans des endroits qui sont particulièrement touristiques, des fois, on fait juste se faire redonner nos propres stéréotypes. J'ai un autre extrait où on se fait chanter Mambo Italiano. On l'associe pas nécessairement direct avec l'Italie, mais je suis sûr qu'il y a du monde que oui. Donc, maintenant tu vas en Italie, c'est sûr qu'ils vont avoir des pizzas, c'est sûr qu'ils vont avoir des pâtes. Mais la façon que le monde vive dans la vie tous les jours, je donnais l'exemple des gondoles à Venise. Le monde se promène pas habituellement en gondole. Faut que ce soit un événement spécial. C'est un peu comme une limousine, on va dire. Donc, il y a des gens de la place qui vont en prendre une fois de temps en temps, mais généralement, c'est trop cher pour ce que c'est. Ils mettent beaucoup d'agréments. J'ai pas besoin, si j'ai juste besoin d'un lift, j'ai pas envie d'avoir quelqu'un qui se promène avec une perche puis qui chante des affaires. En tout cas, c'est un peu un jeu, on pourrait dire. Essayer de décrypter qu'est-ce qui est fait pour le touriste, puis qu'est-ce qui est vraiment juste des éléments qui fait partie de la vie courante des gens de la place. J'espère que vous avez apprécié ces petits extraits-là, les petites histoires, les petites réflexions. J'en ai beaucoup d'autres à partager. Donc, j'espère que vous allez écouter les prochains épisodes. Je vais vous laisser avec un dernier extrait. Je vous reviens avec une mini-pub qui n'est pas vraiment une pub après. Alors voilà, c'était le dernier extrait. C'était quelqu'un qui chantait Mambo Italiano pendant que j'étais en train de manger mon souper dans une trattoria à Rome. Si vous avez des questions, des commentaires, si vous avez des anecdotes de voyage, des choses traumatisantes, autant positives que négatives, si vous avez mangé une affaire bizarre mais que vous avez bien aimé ça finalement, écrivez-moi. J'ai créé une adresse courriel, c'est villardoin.balado@gmail.com. Donc Villardoin, Villardoin, villardoin.balado@gmail.com. S'il y a des histoires qui sont particulièrement intéressantes, il y a des chances que je les lise durant un épisode futur. Envoyez-moi vos commentaires, étant donné que c'est un podcast qui commence. Donc on se retrouve dans les prochaines semaines. Prenez soin de vous. À la prochaine.